Oi, Gregory. Miguel. Oi. Tudo bom? Oi, Miguel. Oi, professor, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Vou já passar aqui para vocês como host e co-host. Oi, Thiago. Oi! Ai, tá essa luz aqui, deixa eu desligar. Nossa, não, peraí, deixa eu arrumar aqui minha luz. Tudo bem? Tudo, e você? Tô bem também. Então tá. Miguel, já te coloquei como host, tá? Então agora eu já não faço mais nada aqui. Mas você vai ficar, né? Beleza. Oh, claro, a Nathalie já mandou mensagem perguntando se a gente ia. Miguel, se quiser colocar como co-host aqui, aí eu te ajudo a... Eu não consigo mais. Ah, o Miguel é. Se quiser, Claro, me claro. se tu quiser colocar também a mim, Miguel, daí eu ajudo. Às 12h30, meus aluninhos vão entrar para assistir. Vou admitir a Nathalie, tá, Thiago? Prepara o seu francês, querido. Vou colocar aquela música da Verdade Inconveniente, tá bom? Antes de começar. Perfeito. Hein, professor, eu coloquei você de host de novo sem querer, daí se puder voltar o host pra mim. Hi, Nathalie. How are you? You have to open your microphone, please. Okay, hi. How are you? Good, and you? For you, it's 7 p.m., I think. Yes. Yes. And how about your about the situation in Belgium with the rain? It's awful. We have lost 31 persons. I mean, they are dead, and hundreds are disappeared. So we are looking for 100 persons. It's a disaster. Yes. And Louvain, they have some problems as well? No, it was in Wavre. It's near Louvain-la-Neuve, but it's Otigny, in the center of Otigny. It was also underwater. And Liège, it's a big city, and it's in Germany. It's also very worse, I think, than Belgium. Yes. 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 Global warming. Yes. Do you remember Thiago, who will speak to you today? It's winter in Brazil. Yes, we are cold now in Curitiba. It's very cold. I think today was minus 3 degrees. Oh, okay. Yes, very cold. Willie, I see Willie. Ah, it's your student? Yes, you know Willie. He was in the Congress in Louvain. He has finished his PhD thesis. So. And Louis, you are from Africa? From Congo. Which Congo. We have a lot of contact with Mozambique. Yes. We have received students from Mozambique here in Brazil, and we have a PhD. How can I say? A joint PhD with Catholic of Mozambique, University Catholic of Mozambique. Oh, nice to see you. Nathalie, do you remember Thiago Vasconcelos, who is your official traductor? How can I say traductor from Portuguese to Portuguese? Because a lot of text from of you he translated. It's my partner. Yes, your partner. Brazilian partner. Já são 4, Gelson. 4 texts, yes. He will speak in French with you.
Merci beaucoup, Thiago, d'avoir organisé tout ça, d'avoir traduit. Merci De rien, beaucoup. de rien. Je vous remercie pour tout. And we have today here Miguel Bugalski and Gregory de Souza, who are the other organizer of this Congress. And they are also my students. Gregory is master, and Miguel as well. And Thiago is finishing his PhD. Nice to meet you. And there is a lot of other colleagues here from around the country. I don't remember. We have people from our group, our Hans Jonas group, and a lot of people here. Danielle, who are my student as well. I will put some song. Sorry. There? Sorry. Can you speak? Do you know if Lilian will be there? Yes, in general, she used to be here. I think she will be here today. I will put some song for us. Today is the song that is how can I say, the song of this Inconvenient Truth is the movie from Al Gore. So sorry, but the song I think is very nice. Just a minute. Obrigado, Gelson. O Gelson é o nosso DJ. Coloca as músicas para nós. Bom, gente, antes da gente começar, de fato, o Miguel vai falar um pouquinho do livro, né? Hoje nós vamos ter aí a contribuição da professora Nathalie, e é mais um texto, né, que vai compor o nosso livro. Já está quase pronto, né? Todos os textos aí já estão quase reunidos. Então, Miguel, pode falar um pouco aí sobre o livro que a gente está fazendo para o pessoal, né? Bom, obrigado, Thiago. Boa tarde, pessoal. Antes da gente começar aqui, dar uns minutinhos para o pessoal chegar, relembrar vocês daquelas questões que a gente sempre fala, né? Em primeiro lugar, a questão do certificado e da lista de presença, nós vamos enviar após a fala da professora Nathalie, tá? Daí a gente coloca lá no chat, então não fiquem tão desesperados quanto a isso, tudo tranquilo. Nós vamos enviar o certificado depois do último encontro, que vai ser daqui 2 semanas, então fiquem tranquilos quanto a isso também. A respeito do livro, a professora, como o Thiago falou, vai ter um capítulo também sobre o tema dela, negacionismo, que a gente vai discutir hoje. E a gente está na pré-venda do livro ainda, né? Então a gente pretende publicar o livro lá em outubro, então a gente vai enviar para vocês por lá, vocês têm mais ou menos até lá para comprar na pré-venda, que lembrando que a gente ainda tem a promoção de que as primeiras 80 pessoas a comprarem o livro vão ganhar um pôster, um adesivo e um marca-páginas do Hans Jonas e do livro. Então aí é uma oportunidade para quem conseguir comprar em pré-venda ganhar o pôster, o marca-páginas e o adesivo. E para quem às vezes não quer comprar agora e tal, não consegue comprar, pode comprar depois também, só que daí a gente não consegue mais dar depois dos 80 o marca-página e os brindes para vocês, né? Então é uma forma de incentivar que vocês comprem um livro e tudo mais. Então a gente aí já tem todos os textos que apresentaram, todas as pessoas que apresentaram aí na jornada vão ter os seus textos publicados, né? O Thiago vai ter um texto, a professora Nathalie hoje, o professor Gelson que está aí também. Então aproveitem para comprar o livro, e alguns textos são inéditos, né? Alguns textos os professores apresentaram aqui na jornada, tem lá no encontro, mas a maioria são textos inéditos que
os professores escreveram para o livro, né? Então é uma ótima oportunidade aí para divulgar a pesquisa do Hans Jonas nacionalmente e internacionalmente, né? Vai ser muito bom. A gente espera que vocês apoiem essa iniciativa. Acho que é isso, sem mais delongas. Tiago, acho que podemos começar a agradecer a todo mundo aí que está nos acompanhando nesse horário diferente hoje, né? A gente está fazendo esse horário de 2 horas por causa da professora, para dar certinho o fuso horário. Então, só explicando para vocês. No mais, quem não puder assistir inteiro ou não puder assistir o encontro de hoje vai estar gravado, a gente envia para vocês depois. Então, fiquem tranquilos quanto a isso também. Acho que é isso, né, Tiago? Exato, muito obrigado, Miguel. Reforçando então isso que o Miguel disse, hoje a gente mudou o horário do encontro por causa do horário, né, em Louvain. Agora são 7 horas da noite, então se a gente fizesse à noite, a Nathalie teria que falar durante a madrugada, seria inviável. Então, por isso que a gente adiantou um pouco o horário de hoje. Eu queria, antes de começar mesmo, falar do texto que o professor Gels compartilhou ali, às vezes fica perdido nas mensagens, então eu queria aproveitar e divulgar. O professor Gels publicou um texto hoje no site Saúde e Debate, um texto muito interessante sobre o turismo espacial, né, que hoje teve uma das suas concretizações, né, com a ida do Jeff Bezos e mais outras 3 pessoas, se eu não estou enganado, são mais 3 pessoas, foram 4 pessoas, nessa curta viagem aí, próximo da atmosfera ali da Terra, e é um texto bastante provocativo, né, sobre o que isso significa, porque à primeira vista parece ser só mais uma conquista, né, do ser humano nessa corrida espacial e tal, mas existem implicações tecnológicas, políticas, éticas, ambientais, etc. Né? Então, é um texto, nossa, muito provocativo, é magnífico, parabéns, professor Gelson, vale muito a pena ler aí, quem quiser ler depois. Beleza? Bom, então, hoje nós vamos contar com a presença da professora Nathalie Fournier. Ela é professora da Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, ela é uma das maiores, né, das grandes especialistas na filosofia jonasiana no mundo, é uma referência, né, para todos nós, acho que todos aqueles que em algum momento se depararam aí com a filosofia do Hans Jonas, em algum momento teve que se debruçar sobre a interpretação que a professora Nathalie fez da obra jonasiana, né, e toda a sua contribuição. Como vai funcionar, então? Depois eu explico para a professora Nathalie, mas antes para todo mundo. A professora Nathalie vai falar em francês, ela vai ler o seu texto em francês, e a gente fez a tradução do texto do francês para o português, então todos vão poder acompanhar aquilo que a professora Nathalie vai apresentar. Depois, vou fazer algumas perguntas, né? Hoje eu estou nessa função também de trazer alguns questionamentos, então algumas perguntas para a professora Nathalie, ela vai responder e todos podem ficar à vontade para fazer suas questões em francês, em inglês também, a professora Nathalie compreende a língua inglesa, e também aqueles que não conseguirem, temos aqui vários falantes da língua inglesa, da língua francesa, e nós podemos ajudar aí na tradução para a professora Nathalie compreender. A lista de presença, então, ao fim da apresentação da professora Nathalie, a gente pede que todos tenham calma, paciência, né, repetindo isso, etc. Enfim, espero que a gente tenha um bom encontro, acho que é isso, não tenho mais nada a dizer. Então, antes de tudo, né, merci, je vous remercie beaucoup, professeur Nathalie, c'est un grand plaisir votre présence à Jornada Hans Jonas, c'est un grand plaisir vous écouter à nouveau. Bon, c'est ça. Vous avez 30 minutes approximativement, et après, nous allons faire questions, enfin, nous allons débattre la présentation. Parfait? Merci beaucoup, Thiago. Merci à toute l'équipe de Curitiba de m'avoir invitée. Je suis très, très heureuse d'être là à nouveau avec vous, même si c'est un peu à distance. Donc, je veux remercier d'abord Thiago pour son invitation, et puis pour l'organisation, et puis pour la traduction du texte. Donc, vous allez avoir le texte et je vais le suivre. Je parlerai en français, mais vous l'avez en portugais. Et puis, je voulais donc dire à tous les amis brésiliens ou du Brésil que je suis très heureuse aussi de les revoir. Et puis aussi à mes
deux chercheurs belges qui se sont connectés, enfin, deux chercheurs qui se sont connectés depuis la Belgique. Donc, merci beaucoup pour cette occasion de travailler de nouveau avec vous. Alors, à l'encontre du négationnisme, l'histoire de la liberté morale intellectuelle. Lorsque Tiago m'a invité à prendre la parole aujourd'hui sur le négationnisme, je pensais vous parler du négationnisme au sens large. La raison en est que Jonas, selon moi, n'a cessé de combattre des pensées et des théories qui nient l'expérience personnelle et l'expérience commune, qui nient ainsi le monde donné et le monde commun. Je voudrais donc envisager ce terme de négationnisme au sens large de la négation du vécu et des faits. En effet, la philosophie de Jonas comprend deux mouvements bien différents. D'une part, une pensée déconstructive, pour le dire avec Derrida, ou critique, et d'autre part, une pensée reconstructive, avec ces grandes options philosophiques qui sont bien connues. Pour le dire rapidement, les deux grandes thèses de Jonas qui comprennent son humanisme non anthropocentrique ou son humanisme biocentrique sont sa biologie philosophique et son principe responsabilité. Jonas semble devoir déconstruire les extrêmes que sont la toute-puissance de l'agir et de la connaissance humaine, mais aussi l'impuissance de l'agir et de la connaissance humaine. Il veut avancer sa propre voie moyenne. En effet, les options extrêmes consistent à nier une part de notre expérience singulière et de notre expérience commune, c'est-à-dire notre perception relative et particulière du monde et notre capacité d'y agir dans certaines limites. Je voudrais explorer ce que Jonas nomme la liberté morale intellectuelle, qui se décline sur les deux versants que sont la connaissance de soi et la liberté perçue dans une perspective historique. Alors, la liberté empêchée. La liberté empêchée. Nombreux sont les commentateurs qui ont souligné que Jonas est un penseur de la liberté, puisque la liberté est un principe du vivant et de l'humanité. Pourtant, sa première rencontre avec cette question de la liberté s'est faite sur le mode négatif, comme pensée de sa négation. Dans son étude consacrée à la liberté chez Paul et Augustin, en 1930, Jonas s'interroge sur la possibilité pour la liberté de poser un acte authentiquement désintéressé, c'est-à-dire pur. Or, la reprise du problème par Augustin de la question posée par Paul conduit à une impasse et à la négation du pouvoir de la liberté à s'autodéterminer comme désintéressée. Ce qui, paradoxalement, conduit à son impuissance, puisqu'elle s'avère incapable de se sauver elle-même. En effet, dans son rapport à la volonté pure, lorsqu'elle se reflète et s'interroge sur ses motifs, elle se trouve immanquablement en échec. Sans rentrer dans les méandres des pièges de la liberté, disons simplement que sa volonté cherche à se justifier comme purement désintéressée et elle ne peut tomber que dans l'impureté. C'est pour cette raison que le salut ne peut venir que par surcroît. Seule la grâce divine peut nous sauver. Tiago, est-ce que ça va? On m'entend bien, on me comprend bien? Oui, parfait. Merci. C'est bon. Cette même veine dualiste qui fait que le salut dépend d'une réalité transcendante est évidemment partagée par les gnostiques du IIe et du IIIe siècle que Jonas étudie dans Gnosis und spät antiker Geist, donc paru en 1934 et en 1964. Mais cette fois, la question de l'action est posée préalablement dans le cadre de la perception et de la connaissance de soi et de son monde. Dans un premier temps, les gnostiques posent que notre ignorance quant à ce que nous sommes authentiquement est totale, puisque nous croyons appartenir à un monde qui n'est pas le nôtre. Cette tromperie est double, puisqu'elle concerne la connaissance et l'action. En effet, d'une part, le monde perçu n'est qu'un monde dérivé, et pour ainsi dire de seconde zone,
D'autre part, notre perception nous trompe et nous laisse croire que notre action est pertinente alors qu'il n'en est rien et qu'elle est même délétère. Or, pour Jonas, cette double négation se répercute de manière contemporaine avec la négation de notre perception comme sujet capable d'agir et de s'autodéterminer. À en croire les sciences positives, nous ne savons pas qui nous sommes puisque nous vivons dans l'auto-illusion permanente de la liberté et de la subjectivité. Ainsi, les explications scientifiques basées sur l'objectivité et la neutralité, en biologie ou en psychologie par exemple, contribuent à nier la perspective subjective et en première personne. Dans Puissance et impuissance de la subjectivité, Jonas affronte la question de la négation de la perception de soi comme sujet libre et capable d'agir dans le monde. Il défend alors le témoignage de sa propre subjectivité qui se vit comme libre. À cet égard, l'impuissance de la subjectivité semble donc refléter la tromperie gnostique. Mais si le gnosticisme rendait cette étrangeté compréhensible en la situant dans un cadre cosmogonique où la création du démiurge ignorant explique cette situation d'auto-illusion humaine, les sciences modernes, en revanche, décrivent une tromperie de soi sans aucun trompeur et donc sans aucune explication ou finalité. Il semble bien que l'œuvre de Jonas soit marquée par une préoccupation de déconstruire les théories donc, qui nous font douter du témoignage de nous-mêmes. D'une part la perception, d'autre part la capacité d'action. Je laisse ici de côté la question de la finalité. Donc, il s'agit de trouver une voie moyenne entre ces deux écueils. D'une part, en effet, nous péchons en quelque sorte par un excès de confiance en nos sens immédiats et la perception première que nous avons à l'égard de notre environnement, dont nous sous-estimons la vulnérabilité. D'autre part, nous péchons par un excès de méfiance à l'égard des sens, méfiance qui s'appuie sur les explications scientifiques de notre rapport au monde et ainsi notre capacité d'action qui nous est déniée. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire naïvement confiance à notre perception. Toute l'heuristique de la peur témoigne du fait que nous devons aller au-delà des apparences tranquilles pour nous éveiller à des dangers inapparents ou inaperçus, en complétant la perception en première personne par des connaissances scientifiques et objectives. Il s'agit de comprendre un juste rapport aux données en articulant la connaissance en première et en troisième personne, le vécu et l'observé, mais aussi à la deuxième personne, dans la dialectique ou la relation aux données dont nous sommes une partie. C'est ainsi que Jonas semble vouloir articuler le respect du donné et le fait que nous y participons par notre action. La responsabilité consiste donc à articuler la connaissance à l'agir, non pas une connaissance instrumentale ou appliquée, mais une connaissance qui est le fait des vivants humains appartenant à un ensemble dans lequel ils ne sont pas passifs. Alors, 4 perspectives philosophiques sur l'importance de la connaissance humaine pour l'homme. J'insiste, pour l'homme. Para homem. Pour mener cette étude, nous voudrions faire référence à 2 textes éloignés dans le temps de 23 ans et ainsi confronter l'hypothèse selon laquelle l'œuvre de Jonas présente une unité. Conforter l'hypothèse selon laquelle l'œuvre de Jonas présente une unité forte. Nous voudrions nous baser sur un petit texte de 1956 par lequel Jonas, récemment arrivé à la New School for Social Research, invite un groupe de recherche à se poser la question du lien entre sujet et objet de connaissance. C'est un texte qui a été traduit en italien par Fabio Fossa en 2017. C'est un texte en fait qui prépare aussi The Practical Uses of Theory, au début des années 70, le texte sur les révolutions scientifiques au XVIIe siècle. Jonas distingue 4 manières dont la connaissance a été conçue. 3 dans le monde antique et dans l'Antiquité tardive et 1 dans le monde moderne.
À chaque idéal type de connaissance est associé un nom ou un courant de connaissance. Mais curieusement, Platon est absent. Bon, on pourrait y revenir. L'idéal de la connaissance théorique, Aristote, c'est l'idéal de la contemplation. Il repose sur l'amour et la communion du sujet avec l'être. La connaissance, qui est liée à la sagesse, porte l'humain vers l'excellence et dans ce cas, vers la connaissance théorique, qui comprend aussi la vertu politique et qui est l'excellence humaine. Deuxièmement, l'idéal de la connaissance morale. Et là, c'est Socrate qui nous propose la connaissance comme le fait de connaître le meilleur en nous. Il s'agit de discerner ce qui, en nous, vaut la peine d'être pris en charge ou pas, ce qui mérite du soin. Cela suppose de connaître l'essence des choses et de ne pas se limiter aux apparences. La connaissance est suffisante pour vouloir le bien. La vie philosophique est une composante du bien. La philosophie donc offre un pouvoir sur soi, sur ses propres passions, sur ses propres pulsions. En troisième lieu, donc ici c'est l'Antiquité tardive, la connaissance prudente, c'est la connaissance des stoïciens. Savoir ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de l'humain, tel est l'enjeu. Pour faire reposer mon bonheur sur ce que je peux contrôler, à savoir sur le moi intérieur. Et enfin, l'idéal du pouvoir, de la connaissance ou de la connaissance comme pouvoir avec Francis Bacon. Cette forme de connaissance repose sur le présupposé de la bienveillance des chercheurs. La connaissance est certes un pouvoir, c'est le pouvoir de contrôler les moyens pour des désirs qui soient individuels ou collectifs, pour des désirs quels qu'ils soient individuels ou collectifs. Alors, je voudrais offrir une critique avec le recul de l'histoire que Jonas propose dans le principe responsabilité. C'est au chapitre 5. Pour ce qui est... Je suis désolée, il y a un peu de bruit ici. Pour ce qui est de la connaissance théorique, Jonas se sent certes proche d'Aristote, mais celui-ci ne fait pas suffisamment droit à la complexité de la volonté et à la dimension ambiguë de la liberté que Jonas a explorée dans le cadre de ses études sur Paul et sur Augustin. Cette capacité de la liberté à se dénier elle-même, à se retourner contre elle-même, qui a été mise en évidence par l'histoire chrétienne de la volonté. Ainsi, l'histoire a démenti l'optimisme aristotélicien qui mettait en tension la pensée contemplative et la nature, sans voir la potentielle opposition entre l'agir et la nature. Je cite le principe responsabilité. Toute conception aristotélicienne de la téléologie de la nature intégrale, physis, qui a son propre service et qui est à son propre service et qui s'intègre pour former un tout, est réfutée par l'intellect pratique émancipé qu'a produit la science, que même un Aristote ne pouvait pas encore pressentir. Fin de citation. La perspective de l'idéal moral de type socratique, quant à elle, apparaît à Jonas comme excessivement centrée sur l'humain. Par le geste foncièrement anthropocentrique qui lui fait quitter le champ des physiciens, Socrate se coupe de la question de la nature. Il l'occulte comme condition de possibilité de l'humain, qui est même nécessaire pour penser la complétude de l'humain. Donc, il se coupe doublement, en fait. Il pense ainsi l'humain comme autosuffisant. Donc, Socrate pense ainsi l'humain comme autosuffisant. Or, pour Jonas, d'une part, la connaissance de soi suppose le dévoilement et la connaissance de ses présuppositions ou de ses conditions. D'autre part, notre appartenance à la nature et la reconnaissance de cette relation première et indispensable fait partie de la complétude de notre être. Socrate succombe ainsi à une réduction anthropocentrique, écrit-il dans le principe responsabilité. La perspective stoïcienne, elle aussi éclairée ou plutôt démentie par les changements historiques, puisque ce
Ce que nous a révélé l'histoire moderne, c'est que le donné peut être investi par l'agir humain. La séparation de ce qui relève de notre liberté et de ce sur quoi elle n'a pas prise a été considérablement ébranlée par l'agir moderne. Cette distinction entre pouvoir et non-pouvoir est devenue mouvante avec l'audace de la science, et un des enjeux contemporains de la connaissance est de rétablir une frontière à ne pas franchir. Or, cette frontière relativement mobile doit se tenir au seuil du sujet sacro-saint, dans le principe responsabilité à la page 56, le sujet sacro-saint de l'évolution, à savoir l'humain, dont l'essence suppose la richesse de la nature, dont il est le fruit et le gardien. Le gardien non seulement pour elle, mais aussi pour lui. Alors que pour les stoïciens, elle était un fait, cette frontière est donc devenue pour nous un devoir. Dans le cas de la perspective baconienne, les dimensions excessives de la civilisation scientifique, technique, industrielle, principe responsabilité, page 191, ont mis en évidence les limites de ce que peut supporter la planète et nous ont ainsi livré un savoir nouveau. Je cite le principe responsabilité. Le paradoxe profond du pouvoir que procure le savoir, un paradoxe non entrevu par Bacon, consiste en ceci que sans doute il a conduit à quelque chose comme une domination sur la nature, c'est-à-dire une surexploitation accrue, mais qu'en même temps, il a conduit à une soumission la plus complète à lui-même. Fin de citation. Donc, je voudrais souligner les dimensions historiques de la connaissance. Dans ce dialogue avec ces 4 interlocuteurs et des leçons de l'histoire, il ressort donc pour Ionas que la connaissance ne peut pas s'en tenir à la contemplation, qu'elle ne peut pas isoler l'homme de ses conditions naturelles, que sa tâche morale ne se limite pas à sa propre édification, et enfin que son agir n'est pas sans limite. Ionas parle de connaissance comme de ce que la philosophie a en charge spécifiquement, donc par opposition à la science. C'est la philosophie qui a en charge spécifiquement cette connaissance. D'abord, elle doit assumer son caractère contemplatif, qui fait d'elle une force autonome. La connaissance est une recherche théorique pour elle-même et indépendamment de l'utilité qu'elle peut présenter pour la vie. Il s'agit de sortir de l'ignorance, ce qui présente un intérêt comme tel. Aristote, que Ionas identifie comme le grand représentant de cette pensée théorique, met en évidence le fait que cette recherche est la communion avec l'être dont nous sommes, qui est animée par l'amour de l'être. Cet amour de l'être porte en soi un désir d'adhésion, mais aussi un respect à l'égard du donné, qui est à la base de la connaissance contemplative et transitive. Donc l'amour du connu, tel est certainement un premier critère de la connaissance véritable. Deuxièmement, l'idéal socratique. Ionas retiendra que la vie philosophique est une dimension de la vie bonne et que la connaissance concerne toujours le sujet connaissant, imposant une dimension réflexive à la connaissance. Par le fait même, elle ne peut être cumulative, car elle ne s'autonomise pas des sujets connaissants. Elle ne s'objective jamais complètement. Reprendre sans cesse cette tâche est donc nécessaire pour celui qui se positionne comme un nouveau venu dans le monde. La combinaison entre les 2 premières dimensions de la connaissance, à savoir le caractère inexorable et lié à ce que nous sommes dans ce désir de communion avec l'être, et sa dimension d'édification personnelle, rend la démarche philosophique foncièrement historique. Il faut reprendre à chaque génération l'interrogation à partir de zéro et lui donner vie à nouveau, c'est-à-dire se poser à nouveau les mêmes questions et apporter des réponses ajustées. Bien sûr, ce questionnement ne se fait pas en dehors de tout contexte, puisque ces conditions permanentes sont traversées par des changements d'époque et de culture. C'est ainsi que ce qui restait occulté à Aristote ou à Sophocle, au début du principe responsabilité, nous apparaît clairement aujourd'hui. La nature est vulnérable et dès lors, la vie humaine sur Terre n'est pas un acquis. Ce que l'histoire de la connaissance nous enseigne donc, c'est que les limites de notre pouvoir et de notre impuissance ont changé, certes,
mais qu'ils ne sont pas anéantis. Alors que Aristote et Bacon, sur ce point, ont également ignoré les conditions de possibilité de leur théorie de la connaissance. Par contre, les stoïciens ont eu le grand mérite de poser comme objet de la connaissance les limites de la liberté, établissant ainsi le lien entre connaître et agir. Bacon, quant à lui, a dévoilé le pouvoir humain comme puissance d'autonomisation, une autre force, comme la contemplation, une autre force qui entre en tension avec la vie humaine et qui peut même la menacer. Du coup, la théorie de la connaissance de Jonas devra assumer une triple tension entre la connaissance comme amour de l'être et respect du donné, comme démarche intrinsèquement réflexive qui connaît sa dignité propre, mais aussi comme ce qui nous dévoile des limites et ainsi nous invite à la prudence, prudence dont nous n'avons pas fait preuve au cours de la modernité, avec une pensée qui s'est consacrée à déployer les moyens sans les rapporter à des fins autres que des désirs subjectifs, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc me voici avec la question du déni, déni et interprétation. Ça va toujours, Thiago, ça va? Vous m'entendez bien? Tout va bien? Ça va, tout bien. Merci. Ce que Jonas nomme le point de vue de toutes les époques, principe responsabilité 188, semble donc bien être un niveau d'interprétation historique particulière, car le donné ne s'impose pas et peut donc toujours être nié. Or, l'histoire de ces points de vue révèle peu à peu leurs conditions de possibilité en dévoilant leurs présupposés initialement masqués. À savoir, pour qu'un regard humain interprète le monde, il faut qu'une humanité soit comme un donné de la nature qui est une source limitée d'évolution. Or, certaines de ces conditions sont devenues maintenant explicites et apparaissent comme autant de limitations des interprétations possibles de notre être, ce qui signifie aussi que ces acquis historiques infirment certaines interprétations de la tradition philosophique et certains choix culturels. Sans doute, la voie moyenne dans laquelle nous devons nous tenir est-elle cette fameuse liberté morale intellectuelle, ou si l'on veut, la connaissance morale intellectuelle, c'est-à-dire la capacité et ce courage de réfuter des interprétations qui s'avèrent fausses, mais aussi de tenir les tensions centrifuges de la contemplation et de l'agir transformateur du monde. Ce que l'histoire nous a révélé, en effet, c'est que la singularité du point de vue vécu est indissociable de la dimension morale de la connaissance, tout comme la connaissance et la reconnaissance des limites de l'action est inhérente au pouvoir de notre liberté. Et ce point de vue singulier doit s'articuler à la particularité des courants historiques et culturels et à l'universalité objective qui fait de l'humanité une communauté objective, par-delà ses différences singulières et particulières. Ainsi, aujourd'hui, cette question d'un monde commun donné n'est plus seulement un problème de conflit des interprétations, alors que nous prenons connaissance du fait que nous appartenons à un seul monde. L'universalisation de notre expérience s'est réalisée objectivement à la suite des prétendus progrès technologiques qui ont montré des limites objectives au pouvoir humain technologique. Ainsi, il y a au moins deux manières de dénier notre position humaine dans l'être. D'abord, sur le plan de la connaissance, en refusant le donné naturel auquel nous participons et que nous connaissons parce que nous l'aimons. Il est premier et indéniable, et faute de le reconnaître, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Ce déni est toujours possible en raison de notre position médiate, qui fait que le donné ne s'impose pas et qui nous laisse toujours libres d'entrer en conflit avec lui. Ensuite, sur le plan pratique, une conception anthropologique qui fait de nous des êtres impuissants et nous voile nos responsabilités au nom de déterminisme biologique ou physiologique ou psychologique qui nous dépasse est tout aussi fausse. Ainsi, Jonas prend-il au sérieux cette position de responsable qui n'est pas une posture visant à des résultats, mais à l'exercice d'une position de responsabilité, quelles que soient les chances de succès. Il ne s'agit à aucun moment de déserter le
Jonas n'est pas un conséquentialiste, c'est-à-dire que la responsabilité s'exerce quelles que soient les conséquences espérées ou attendues. Ceci n'empêche absolument d'adopter une position de collapsologue. Certains effondrements ont sans doute déjà eu lieu, certains dérèglements climatiques sont irréversibles, la pollution n'est pas un flux mais un stock, certes, mais aucun de ces constats définitifs ne pourra aboutir pour Jonas à la conclusion que nous pouvons déserter notre poste, notre position de responsable. Il s'agit donc de comprendre cette responsabilité comme l'exercice de notre humanité au même titre que l'exercice de la philosophie. Il faut l'exercer toujours à nouveau, singulièrement, dans une époque et une culture particulière qui nous fait participer à l'universel, objectif des vivants vulnérables. Notre vécu témoigne d'ailleurs de cette puissance limitée. La voie moyenne que Jonas permet donc de réconcilier le vécu subjectif singulier, le monde commun, soit le monde commun particulier d'une culture ou d'une époque, et le monde commun global et ainsi universel. Je vous remercie. Merci, Nathalie. Tu m'écoutes? Oui. Merci, Nathalie. Magnifique. C'est une analyse très conceptuelle, très profonde du concept du négationnisme. Mais en même temps, il y a des conséquences pratiques sur la vie humaine, sur le rapport entre l'humain et la nature. Je voudrais te poser deux questions à toi. Tu m'écoutes, tu me comprends? Très bien. Oui, parfait. Bon, le négationnisme est un problème du combat entre la vérité et le relativisme, je pense. Et à partir de ta présentation, je vais poser deux problèmes. Au Brésil, aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser, considérer la pensée indigène comme une forme de la pensée véritable. C'est ça. Mais je voudrais demander à toi le suivant. Comment concilier l'acceptation de la vision du monde indigène, une vision du monde qui n'adopte pas les présupposés de la science occidentale, et en même temps rejeter les idées négationnistes, par exemple le terraplanisme, le mouvement anti-vax. Parce qu'il y a un problème de relativisme contre un conflit du relativisme culturel, des interprétations et en même temps l'acceptation d'une vision du monde qui n'accorde pas avec l'Occident. Par exemple, objectivité, le respect aux données, comme tu as dit, enfin. Comment concilier l'acceptation de la vision du monde indigène et en même temps rejeter les idées négationnistes du terraplanisme, par exemple. La seconde question, c'est la France a connu des manifestations contre l'obligation de vaccination la semaine dernière, je pense. Ce n'est pas le cas de l'ignorance et de la désinformation. Comment expliquer ce fait, Nathalie? Comment expliquer... Je n'ai pas compris cette phrase-là. Tu peux répéter, donc la France a connu des manifestations contre l'obligation du vaccin. Exactement. Ce n'est pas le cas de l'ignorance et de la désinformation. Les peuples français à information, etc. Ils connaissent les conséquences du coronavirus. Mais comment nous pouvons expliquer ce fait?
à partir de ton exposition sur le négationnisme, sur le respect aux données et en même temps à le monde comum, je pense. Enfin, bom, só para meio que explicar para todo mundo o que eu perguntei para a Nathalie, então, eu estava tentando dizer que existe no negacionismo um combate, um conflito entre o relativismo e a verdade. Então, por um lado, haveria uma verdade, por um lado, a ideia de que não há uma verdade. E o negacionismo surgiria dessa ideia de que não há uma verdade universal, estabelecida, aquilo que a Nathalie chamou muitas vezes no texto dela de respeito ao dado. A minha pergunta é, por exemplo, hoje no Brasil nós estudamos, consideramos muito o pensamento indígena como um pensamento válido. Inclusive, eu me incluo nesses que consideram o pensamento indígena um pensamento válido. A questão é como conciliar o pensamento indígena, que não é uma visão de mundo que adota os pressupostos da ciência ocidental, objetividade, um dado verdadeiro que vai ser interpretado da mesma forma por todos, e, ao mesmo tempo, conciliar isso com a rejeição, a recusa de ideias negacionistas, como ideias anti-vacina e o terraplanismo. Por que um nós aceitamos e o outro não? Eu acho que seria interessante ouvir a Nathalie. Segundo, eu perguntei sobre as manifestações que aconteceram recentemente na França contra a obrigação da vacina, porque para não estabelecer uma lei de obrigatoriedade da vacina, a França decidiu, então, proibir que pessoas que não foram vacinadas ou não tivessem feito testes recentemente pudessem entrar em shoppings, em shows, em bares, etc. E houve uma explosão de manifestações contra a obrigação da vacinação, né, para acessar esses lugares. A questão é, isso não é um caso de desinformação, de ignorância, como a gente fala muitas vezes, né, que o negacionismo é uma coisa, falta de educação, falta de informação. A França tem altos níveis de escolaridade. A questão é como que a gente pode explicar isso desde a análise, né, do que nós chamamos de negacionismo. Então, essas são as minhas duas questões para a Nathalie. Oui, Thiago, je peux parler en français? Tu traduiras ce que je dis? Parfait. Oui. Alors, il me semble que chez Jonas, justement, il y a une distinction entre les interprétations de la réalité et un autre niveau qui est celui du donné. C'est ce que j'ai essayé de montrer parce que les quatre façons de concevoir la connaissance qu'il reprend partiellement et qu'il discute, donc il reprend et il critique ces quatre manières de concevoir la connaissance, en fait, contribuent à souligner une différence entre le point de vue singulier, dont je suis certain, dont je peux témoigner parce que je fais l'épreuve de connaître le monde, etc. Et ça, il faut le prendre en considération, mais aussi avec le point de vue de la science. Simplement, non, la science, évidemment, va avoir de très, très gros défauts au niveau de la connaissance puisqu'elle se tient au niveau des moyens. Donc, elle va apporter une autre dimension qui est le savoir objectif. Il y a évidemment la relation au monde dont je suis, ça c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler l'empathie ou une relation de connaissance qui est au sein du monde, dans la participation. Et là, pour ça, il faudrait aller voir tout ce que Jonas reprend à la participation platonicienne. Donc, j'ai laissé juste de côté la question de Platon, mais il faudrait aller voir évidemment comment cette voie moyenne est aussi la voie que Platon propose. Et ça, c'est... Désolée. La voie moyenne que Emilio Spinelli a mise en évidence dans Obiettivo Platone, donc un grand livre qui est sorti il y a 2 ans. Et donc, il me semble que ce que Jonas nous propose, c'est quelque chose d'assez subtil, en fait. C'est de dire, voilà, il y a une dimension morale, il y a une dimension de prudence, il y a une dimension d'adhésion au monde. Mais adhérer au monde, ça veut dire reconnaître qu'il a une objectivité
Et donc, avec la contemplation, nous voyons bien que déjà, nous ne pourrons pas avoir nos interprétations n'ont pas le dernier mot. Et donc, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que il y a un conflit des interprétations, mais il y a aussi la possibilité de dire que certaines interprétations sont fausses ou que certaines interprétations sont meilleures que d'autres. Par exemple, certains savoirs indigènes sont plus justes parce qu'ils respectent mieux la participation de l'humain à la nature. Et donc, il peut y avoir dans le conflit des interprétations des dimensions qui viennent des autres types de connaissances qui vont nous permettre de choisir entre certaines interprétations. Et donc, je pense que c'est comme ça que Jonas échappe au relativisme, évidemment. Il prend en considération, bon, c'est vraiment un grand philosophe de l'herméneutique, c'est un grand philosophe des interprétations, etc. Mais en même temps, ce que j'ai voulu montrer avec l'histoire, c'est que il considère que certaines interprétations ont été réfutées. Les stoïciens pensaient que notre liberté s'exerçait dans un cadre, et en fait, l'histoire a montré que non. Les stoïciens avaient tort, on peut faire bouger la frontière, le cadre peut bouger. Aristote était trop optimiste, etc. etc. Donc, voilà, il applique ces critères-là beaucoup plus dans l'histoire qu'avec les cultures contemporaines, mais on pourrait évidemment exercer le même type d'examen avec des cultures, des cultures contemporaines. Ici, ce sont des cultures historiquement distinctes, mais là, on pourrait le faire avec des cultures contemporaines. Et donc, c'est pour ça, je pense, que Jonas parvient à tenir l'idée que nous faisons objectivement partie d'une même humanité, parce que nous faisons objectivement partie de la même nature, et que donc, ces interprétations doivent se mesurer les unes aux autres, et que l'interprétation que nous avons donnée, alors il parle de la symbolisation mathématique du monde par l'Occident, est évidemment catastrophique pour lui, mais c'est une interprétation, par contre, qui a démenti le fait que le donné peut être... le donné n'est pas donné pour toujours, il peut être... il peut se déplacer. Parfait, merci. Vou tentar meio que resumir o que eu compreendi daquilo que a Nathalie respondeu. Então, antes de tudo, ela vai dizer que, de fato, existe um conflito de interpretações, como, por exemplo, a interpretação indígena e outra interpretação de mundo, como a interpretação científica. Mas seria possível, de alguma forma, estabelecer qual é uma melhor interpretação, uma interpretação mais verdadeira. Ela diz, né, por exemplo, os indígenas respeitam melhor a participação, essa relação do ser humano com o mundo, com a natureza. Então, de alguma forma, ainda que exista esse conflito de interpretações, o dado do mundo, poderíamos dizer assim, o dado comum, né, a Nathalie reforçou essa ideia de que para Jonas há uma objetividade, que é a nossa participação da mesma natureza e da mesma humanidade, e a partir desse dado objetivo, nós poderíamos aí, a partir desse conflito, estabelecer qual é a melhor interpretação, né? Aquela que, de alguma forma, reconhece os seus próprios limites, né? E a todo momento no texto da Nathalie ela vinha dizendo isso, né? Que essas interpretações têm que levar em conta várias dimensões, né? Que é o caminho do meio que o Jonas teria tomado, né? A dimensão da influência do ser humano com a sua ação, né? Enfim, sobre o mundo, que o mundo não é totalmente objetivo, mas teria essa dialética, né? Da primeira pessoa, enfim, com o mundo. E eu achei interessante uma ideia que é a ideia da catástrofe, né, da vulnerabilidade, que é o dado que mostra que a própria interpretação baconiana, vamos dizer assim, né, moderna,
é uma interpretação que se mostrou falha, né? Então, se a gente pensasse assim, os indígenas estariam muito mais preparados na sua interpretação da relação entre o humano e o mundo do que Bacon, por exemplo, porque os indígenas levam muito mais em conta a sua situação de vulnerabilidade e a situação de catástrofe da sua ingerência sobre o mundo do que Bacon, por exemplo, levou. Então, é mais ou menos isso. Enfin. C'est ça, la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est la question de qu'est-ce qui fait qu'en France, alors qu'il y a de l'information, il y a une résistance très forte à l'égard du vaccin contre la coronavirus. Bien là il me semble que c'est de nouveau une mauvaise articulation entre les dimensions que la connaissance doit toujours tenir ensemble. C'est une mauvaise articulation parce qu'il me semble qu'il y a une survalorisation des impressions, des émotions, des doutes d'un sujet qui ne prend pas en considération des institutions scientifiques, l'objectivité, etc. Donc ici, je dirais qu'il y a un excès de confiance du côté de la perception et un excès de confiance dans ses propres émotions pour connaître le monde, alors qu'il me semble que pour Jonas, justement, il faut articuler les émotions et le point de vue subjectif et le point de vue vécu avec le point de vue objectif. Il faut l'articuler avec le point de vue particulier de ce qu'une culture nous offre comme institutions qui peuvent garantir ce point de vue objectif, etc. Et donc, il me semble que ce que Jonas propose, c'est vraiment une articulation de la prudence, du pouvoir, de la morale et de l'adhésion aux données. Et cet équilibre, il faut évidemment le chercher à chaque fois, mais si on ne prend pas les dimensions en considération, évidemment, on tombe dans une négation d'une des dimensions. Alors, on peut nier ce qui est donné. Il dit souvent, nous ne sommes pas créateurs, nous avons été créés. Donc, il y a du donné, et ça, voilà, il y a un moment où il faut le reconnaître. Même si nous pouvons le déplacer, il y a quand même quelque chose du donné. Et puis, il y a donc il y a à la fois quelque chose de cette articulation entre toutes les dimensions, et puis reprendre à chaque fois cette recherche, parce que cette recherche est le propre de notre humanité. Nous sommes en recherche pour nous éloigner de l'ignorance. Et ça, c'est la dimension de contemplation qu'il recherche dans la connaissance. C'est la philosophie qui est garante de toutes ces tensions, qui est garante du fait de faire tenir ensemble toutes ces dimensions du savoir. Merci. A Nathalie, então, pelo que eu entendi, ela vai responder essa questão. Não é uma falta de conhecimento, falta de informação, é, na verdade, uma falta de articulação entre essas diferentes dimensões do conhecimento, porque a ideia não é de que o conhecimento é puramente uma relação intelectual, objetiva ou contemplativa, mas é, na verdade, essas diferentes dimensões, né? A Nathalie até evoca quando Jonas, né, traz para dentro da discussão ética a questão das paixões, dos sentimentos, das emoções, né, como uma dessas dimensões do conhecimento. Então, a ideia de que não é um problema simplesmente de acesso ao conhecimento objetivo, científico, mas, na verdade, falta articulação entre as diferentes dimensões, que é isso que ela quis, de alguma forma, trazer naquela retrospectiva histórica. O que faltaria, então, à filosofia é recuperar essa pluralidade de dimensões do o título, inclusive, do texto deixa isso bem claro, né? Que é a história da liberdade moral intelectual, né? Essa dimensão plural aí do conhecimento. Bom, alguma questão? Gelson, Roberto, Lília, João? As always.
Congratulations, Nathalie. It's very, it was very, very clear and very interesting and exciting to hear your speech. And I would like to say that for me it was more clear now what is the how can I say cosmic task of philosophy that Jonas speaks in his book. What is for me you show us how we can understand this expression that is very, for me, very important. What is the cosmic task of philosophy today? So it's the articulate the knowledge and the action in the same way. But I would like to say to ask you two things. The first one is if you could better explain why, according you, Jonas, ethic is not a consequentialist ethics. You say something about this in your text, because for me, I always thought that knowledge of the consequence was important. It was very important to think about ethics and to make decisions. It means to freely choose what you have to do and what you have not and you don't have to do. So wouldn't that be a question about, for instance, the fear, the heuristic of fear, for instance? So what means for you exactly that Jonas is not consequentialistic in that way? And the other question is about freedom. Do you think that I'm correct to say that in the modern world, freedom is always freedom to do something? It's a kind of claim to absolute freedom in both in science and in sense and the common sense as well. People say we have to do what we want. So freedom is always confused with this kind of freedom to do and not to think about to do. So this way of thinking is a kind of nihilistic effect of our civilization. It means I want everything. I want to do everything. I have to do everything. It's something like Heidegger and Jonas, I think, told about the concept of will to power, interpreted as will, the technological will, or a modern way to to say the power, to use the power. So Jonas' full freedom will be the freedom not to do, but to decide, how can I say, to choose not to do when you think about what is better for you in the, for example, in the sense of protection of environmental and human life and the life of other beings. So sometimes, a freedom to think before doing and not to do after thinking, and not to do after thinking. So you have to think, then you could decide that it is not correct to do something, and then the liberty could to be against himself, against herself, to exercise, to find the how can I say, the full freedom. So when you are really free, when you decided not to do because you think that this action could be dangerous for the environmental or the life in general. This is correct. What do you think about this how can I say, this way of thinking? Thank you. Sorry. Por favor, Gelson, faça. I do not. I'm not if I'm clear in my question. Gelson, por favor, você pode. Un moment.
Você Ok. pode fazer uma... Eu estava querendo, na verdade, perguntar duas coisas para ela. Eu falei que eu achava que ela tinha feito uma apresentação muito adequada do que seria, para mim, um conceito que eu acho fundamental e sempre muito bonito do Jonas, que é o conceito de tarefa cósmica da filosofia, né? Então, ela mostrou na articulação entre conhecimento e ação o que seria esta tarefa cósmica da filosofia. E depois eu perguntei duas coisas para ela, o que de fato seria essa ideia de ética consequencialista, né? Porque eu sempre achei que o Jonas fosse um autor que sempre, enfim, que sempre levou em conta as consequências dos atos para decidir o que seria certo fazer, né? E tomar as decisões, então, livremente, né? Então, livremente escolher o que deve ser feito. Para isso, a gente precisaria de um estudo, de um conhecimento das consequências, né? E isso, no fim, está ligado ao conceito heurística do temor. Então, queria saber o que, de fato, ela queria dizer quando ela escreveu isso lá no texto dela. E a segunda questão é sobre liberdade, né? Não sei se ficou claro, mas a ideia seria assim, quer dizer, o que é, no fim, essa liberdade plena? De um lado, a liberdade moderna, que é a liberdade da ciência e talvez do senso comum, que legitima, não falei isso, mas que legitima determinado negacionismo hoje, que é a liberdade de fazer tudo o que se quer, né? Eu tenho liberdade para fazer. Então, a ciência, olha o Bezos aí hoje, né? Ele quer fazer o tempo todo tudo, ele pode tudo sem nenhum limite. E será que isso é... Então, isso é um produto do niilismo, no meu ponto de vista, porque o niilismo, de alguma forma, ele abre essa possibilidade de a gente pensar o fazer ilimitado, né? Então, seria uma espécie de interpretação da ideia heideggeriana e até jonasiana de do conceito de vontade de poder no Nietzsche. Mas será que... então, enfim, estava querendo saber se ela concorda com isso, se a ideia aqui seria dizer que em Jonas a liberdade não é liberdade de fazer, como foi no mundo moderno, mas uma liberdade de pensar e, pensando sobre o que se faz, exercer uma liberdade que, às vezes, contraria a própria liberdade, ou seja, quem é mais livre, quem faz tudo o que pode, ou quem, no fundo, pensando sobre as consequências desses atos, deixa de fazer aquilo que pode, e aí é mais livre, não porque faz, mas porque deixa de fazer aquilo que faz, precisamente. Obrigado. Thiago, je peux parler en français Oui, s'il vous plaît. Elle dit Thiago. Oui. Pode ser. C'est bon. En français. Bon, sinon, je peux en anglais, mais c'est compliqué. Alors, je vais commencer donc par la question du conséquentialisme. Pour moi, c'est une grande question, ça, de savoir si Jonas est un conséquentialiste. Et en réalité, je ne pense pas. Alors, je ne pense pas que ce soit un philosophe de la vertu, mais je ne pense pas non plus que ce soit un philosophe conséquentialiste. Je pense qu'il est justement entre les deux, sur cette voie moyenne, entre les deux, puisqu'il pense, et c'est évidemment l'objection qu'il adresse à Socrate, il pense que la richesse de l'humanité suppose la richesse de la nature et que la richesse de la nature suppose l'humanité. Et donc, qu'il faut à la fois s'occuper de maintenir les conséquences pour préserver la nature, mais il n'est évidemment pas de la deep écologie, il ne va pas dire ce serait mieux que l'humanité se suicide parce qu'elle ravage la nature. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chiasme entre la richesse de la nature et la richesse de l'humanité. Comme il y a un chiasme entre les deux, il faut à la fois des conséquences bonnes à l'extérieur de nous, et en même temps, si nous ne pouvons pas obtenir des conséquences bonnes, il faut ne pas quitter le poste. C'est ce qu'il appelle noblesse oblige. On ne quitte pas le poste, même s'il faut devenir comme des colibris qui ont une activité insignifiante du point de vue des conséquences, parce qu'en exerçant cette responsabilité-là, à ce moment-là, ce que nous faisons, c'est occuper le poste de notre humanité. Et donc, c'est les deux, à la fois trouver le moyen d'obtenir des conséquences bonnes et édifier cette humanité en nous comme responsable. Je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre noblesse oblige.
Je suis d'accord complètement. Bom, acredito que a Nathalie disse que Jonas não é nem um consequencialista, apenas um consequencialista, e nem apenas um filósofo da virtude, né? Mas ele propõe um caminho do meio entre o consequencialismo e uma filosofia da virtude, vamos dizer assim, né? Que, de alguma forma, coloca em evidência a riqueza da natureza e a riqueza da humanidade, como uma forma de quiasma, né? De entrelaçamento entre essas duas coisas. Então, de alguma forma, a filosofia do Jonas se apresenta como esse lugar da responsabilidade que intersecciona consequências boas, né? E a responsabilidade. Mas, Gelson, você pode acrescentar isso. É isso mesmo, acho que é perfeito. Quer dizer, é um filósofo que escreve um livro chamado Princípio de Responsabilidade, né? Ele está nesse caminho do meio entre o principialismo e o consequencialismo. Enfim, é isso. Deuxième question sur la liberté, Nathalie? Oui, sur la liberté. Gelson, j'espère que j'ai bien compris. Donc, le problème, me semble-t-il, pour Jonas, c'est que la liberté moderne, telle qu'elle a été comprise comme pouvoir, avec Francis Bacon, c'est une liberté des moyens. C'est-à-dire qu'il faut se donner des moyens, de plus en plus de moyens, contrôler les moyens, etc. Mais que cette liberté-là est détachée des fins. Et comme elle est détachée des fins, elle devient nihiliste. Et Jonas dit, ce pouvoir, ce contrôle, entre guillemets, que nous avons sur les moyens, se transforme et finalement, ça devient de l'esclavage. Et on est pris dans la domination, c'est la citation que j'ai donnée tout à l'heure, on est pris dans la domination de cette chose qui devrait nous mettre dans une position de supériorité, et en réalité, dit-il, nous sommes pris par le fait que les moyens et les fins se sont détachés. Donc, liberté de faire, oui, nous avons une liberté de faire, mais finalement, nous n'avons pas la liberté de faire quelque chose. Nous avons la liberté de faire, et à chaque fois, ça peut être différent selon des valeurs subjectives, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc ça, c'est nihiliste, évidemment. C'est ce que tu soulignes. J'ai répondu? Gelson? Oui, parfait. Merci, merci. Então, a Nathalie disse que a questão da liberdade moderna é que é uma liberdade que se configura como poder, né? Liberdade como um instrumento, como meio, mas é uma liberdade sem uma finalidade. Por isso, ela se configura, né, se apresenta como uma liberdade nihilista, que é a liberdade de fazer qualquer coisa, não faz diferença o que vai ser feito com ela. Acho que é isso, né, Gelson? Então, tá bom. Roberto? Boa tarde. Não sei que idioma falar. Posso falar Esse é o mal de quem pode falar muitos. Muitos. Muito. Fale um que nós consigamos entender. Mas posso tentar fazer a pergunta em italiano. Ele ama o italiano e fala magnificamente o italiano, e depois vou fazer uma pequena tradução em português para os amigos que estão aqui. Então, allora, grazie mille Nathalie, perché è interessantissima la tua presentazione. Mi è piaciuto moltissimo come dire, l'insistenza sul carattere al tempo stesso soggettivo e oggettivo della libertà, no? Per cui è come se interessante che Jonas, dopo aver avuto un ruolo un po' sui generis nella fenomenologia, che è ancora oggetto di discussione, adesso possiamo immaginare un ruolo di Jonas nella storia dell'ermeneutica, no? Per cui accanto a Gadamer, Parison, so che avevi scritto un testo su Parison e Jonas, Ricoeur, anche Jonas. È molto bella questa
immagine che usavi del conflitto delle interpretazioni, che però non significa che c'è relativismo, ma che tra le tante interpretazioni è possibile distinguere quella più attendibile, quella più vera e quella falsa, quella che nega, no? Per cui mi è piaciuto moltissimo, per cui come se dal pensiero di Jonas potessimo trarre alcuni criteri per la valutazione dell'utilizzo odierno della libertà. Molto, molto, molto bello questo, sì. E la questione che volevo chiederti si lega a un evento che stiamo organizzando, che il programma di postgraduazione della PUC sta organizzando, Gelson in primis e altri, no, con lui, un convegno che si terrà a settembre sull'etica ambientale, no? E allora la questione, io so che tu hai anche un'ottima esperienza nell'ambito del GIEC, questo gruppo interdisciplinare, il GIEC, no? Chris. Il GRIS, scusami, non il GRIS, esatto, il gruppo di ricerca interdisciplinare sull'ambiente. Sì, è vero, il GIEC è quell'altra cosa che... Sì, è vero, mi sono confuso. E so che quando ne parlavamo all'epoca dicevi che abbiamo bisogno di ricerca interdisciplinare, no? Per affrontare la questione ambientale, eccetera. E allora, alla luce di quello che dicevi oggi, mi chiedevo, come vedi lo specifico contributo della filosofia nella battaglia per la tutela dell'ambiente, per la preservazione dell'ambiente, del clima? Perché, cioè, il sapere filosofico, come dicevi anche riguardo a Jonas, è un sapere riflessivo, è un sapere diverso, non è un sapere che è un elenco di dati, no? E allora qual è il contributo? E quindi in qualche modo quello che dici oggi ci potrebbe aiutare anche a riflettere un po' qui in Brasile, ma anche in futuro, perché la questione dell'ambiente sarà il grande tema del futuro, no? E quindi tanto per chiarirci un po' le idee, insomma, e al tempo stesso sentire un'esperienza come la tua e una interprete del pensiero di Jonas che si pose le stesse questioni 50 anni fa, no? Quindi insomma un po' questo. Então, para tentar traduzir muito rapidamente, a primeira coisa que disse é que depois que o Jonas foi e tem lugar um pouco especial na história da fenomenologia. Agora, depois da apresentação da Nathalie, podemos dizer que Jonas tem lugar especial na história da hermenêutica, no? Com Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, e filósofo que eu estudei na Itália, em Turim, se chama Luigi Parison, e sobre o qual Nathalie escreveu um texto, confronto entre Jonas e Parison e o conceito de Deus, etc. Então, esta era a primeira questão. A segunda é que achei muito interessante na apresentação de Nathalie a capacidade de sublinhar os diferentes aspectos da contribuição jonasiana ao tema da liberdade, então o aspecto emocional subjetivo, mas objetivo e em relação à natureza também. E então, sobre a questão do conflito entre diferentes interpretações e o negacionismo, a ferramenta jonasiana nos ajuda a ganhar critérios para avaliar aquelas interpretações que são verdadeiras e aqueles que não são verdadeiras. Então, essa é a minha primeira meu primeiro comentário. A segunda pergunta, o PPGF está organizando este convênio sobre o meio ambiente em 2 meses, não? Daqui a 2 meses. E Nathalie faz parte de um grupo de pesquisa interdisciplinar na Bélgica. E, então, minha pergunta para ela
e qual a contribuição específica da filosofia para a preservação do meio ambiente, que é uma questão interdisciplinar, precisa de diferentes ciências, inclusive a filosofia, mas qual é a específica contribuição filosófica? Não, esta é minha curiosidade, não? Pode nos ajudar a refletir no futuro sobre este tema que será o mais grande no futuro, acho. Desculpe muitas palavras. Très bonne question, Roberto. Très bonne question. Alors, merci beaucoup, Roberto. Donc, pour la question de l'interprétation, moi, je suis absolument convaincue que Jonas est inscrit dans la tradition herméneutique. Donc, voilà, c'est une façon encore de reprendre les choses parce que il prend au sérieux les interprétations sans jamais tomber dans le relativisme. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de montrer aujourd'hui. Donc là, je pense que tu m'as bien comprise. Je ne veux pas ajouter grand-chose, mais ça date de l'époque où il lisait Heidegger, quand il a interprété le gnosticisme, etc. Il s'est positionné dans l'herméneutique et je crois qu'il est resté dans cette école-là aussi, parce qu'il est dans plusieurs écoles, évidemment. Et par contre, donc pour la question de la position de la philosophie, la place de la philosophie parmi les autres savoirs. Alors, je crois que, donc ici, je n'ai pas pu mener l'enquête jusqu'au bout, mais ce que j'ai constaté en préparant mon intervention, c'est que quand Jonas parle de connaissance, il parle de quelque chose de très global, de connaissance qui est la charge des philosophes. En tout cas, dans le texte que j'ai étudié ici, c'est la charge des philosophes. Donc, la charge des philosophes, c'est justement de voir que ces dimensions de la connaissance sont présentes et qu'elles sont en tension et qu'il faut les garder. Et notamment qu'il y a au-delà de la question des moyens et des fins, on voit bien que les scientifiques et la technologie sont très très performants pour connaître les moyens et les fins, pour savoir comment la nature fonctionne, pour savoir comment on peut obtenir tel et tel processus. Donc ça, il le respecte, hein, il respecte tout à fait le savoir scientifique, mais le philosophe doit le repositionner, doit le remettre dans un cadre. De la même manière, la contemplation, qui suppose l'amour et l'adhésion au monde donné, si elle ne comprend pas que l'agir peut être extrêmement destructeur, le savoir comme pouvoir peut être extrêmement destructeur, elle va apparaître comme naïve. Et donc le philosophe doit évidemment mettre en parallèle la tension de la contemplation, ou la tension mystique aussi, hein, ça peut être aussi une tension mystique, et puis donc c'est ce qu'il appelle l'amour et la communion avec l'être. Il doit mettre en tension avec la manipulation de l'être dans le savoir scientifico-technologique. Et donc le philosophe, je le mettrais à cette position-là, parce qu'il doit aussi voir la question de la prudence et voir aussi la réflexivité. C'est-à-dire que pour Jonas, il y a toujours une dimension de sagesse. Parce que la connaissance fait quelque chose au sujet. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Gelson, Jonas n'est pas seulement conséquentialiste. Le savoir nous transforme. Et donc le savoir a une dimension morale, ce qui rapproche l'éthique de la responsabilité d'une éthique de la vertu, mais en même temps, le savoir nous permet d'agir dans le monde, et nous agissons toujours dans le monde, et donc ça nous rapproche du conséquentialisme. Donc, je le mettrai là, le philosophe, en fait, je le mettrai en position d'observer que le savoir... c'est toujours savoir de quelque chose ou éventuellement savoir de rien, savoir pour savoir, agir pour agir, etc. Donc, il a quand même cette position d'articulation. C'est pour ça peut-être qu'il peut avoir une position particulière dans
dans la recherche d'une éthique de l'environnement. Et pendant que Thiago va traduire, je vais... ou Thiago ou Roberto, je ne sais pas, va traduire, je vais réfléchir à la deuxième partie parce que je voudrais ajouter quelque chose. Roberto, você quer? Cadê o Roberto? Pois não, Thiago, pois não. Bom, a Nathalie reforçou essa ideia de que o conhecimento filosófico, a posição do filósofo, essa posição de articulação entre o conhecimento que é contemplação, mas também é ação. Essa característica, por exemplo, da reflexividade do conhecimento, que quando você conhece algo, esse algo transforma o próprio sujeito. Então, esse caráter reflexivo do conhecimento, né? O conhecimento nos transforma, e todas as outras dimensões que a Nathalie trouxe, né? Dimensão moral, dimensão cognitiva, dimensão consequencialista, enfim, essas várias dimensões. Então, essa é a posição do filósofo. O filósofo não conhece simplesmente por conhecer o dado, mas ele é esse cognoscente que ocupa uma posição de articular essas diferentes dimensões. Então, foi isso. Roberto, mi sono dimenticata che volevi una risposta in italiano, scusami. Volevo dire in più che con questa posizione del filosofo che sviluppa Jonas può anche essere una critica dei filosofi, nel senso che lui non vuole un filosofo che scappi dal mondo, e quindi lui deve scendere di nuovo quando ha avuto questo momento di contemplazione, di staccamento dai disturbi del mondo. Lui deve di nuovo tornare e occuparsi della caverna, no? Di Platone. E c'è questo motivo che viene spesso nei testi di Jonas della caverna di Platone, perché non bisogna scappare. La differenza tra, per esempio, uno gnostico e un Platone come lo legge Jonas è che il filosofo platonico torna nella caverna e si occupa della politica a una dimensione pratica del suo ruolo. È quello che volevo aggiungere. E poi Jonas stesso ha fatto questo sforzo di tensione tra tra tutti i punti di vista che ho accennato qui. Quando lui li elenca, lui li vive anche, questi punti di vista. Grazie. Faccio una piccola... Vou traduzir o que Nathalie acrescentou agora, Thiago. Mas é pouca coisa, no sentido que a crítica da filosofia significa também a crítica dos filósofos, ou aos filósofos, porque o que a filosofia significa também aquela tarefa reflexiva pela qual eu estou perguntando sobre minha tarefa no mundo, não? Minha tarefa como filósofo no mundo. E a tentação seria de fugir o mundo e ir para aquela torre segura, então, o lugar da contemplação, etc, etc. Mas esta é a primeira parte, forse, pode ser da filosofia, mas Jonas sublinha sempre a necessidade e a outra tarefa prática de retomar na caverna em português, do Platão, não? Onde estão os escravos, onde está a humanidade, na verdade. Então, a tarefa, podemos dizer, educativa, pela qual o filósofo tem papel social, mas depois ter conhecida a verdade. Então,
A vida do filósofo é bastante complexa, posso comentar porque, como Nathalie disse, precisa complexas e diferentes, não? Somente isso, sim, obrigado. Muito obrigado, Nathalie. Obrigado, Tibaldio. Para terminar, une dernière question, c'est possible? Oui? Parfait. Miguel a fait une question. Miguel a demandé pourquoi choisir le concept d'humanisme biocentrique plutôt que d'humanisme écocentrique? La théorie de Jonas met la vie au centre de toutes les préoccupations. Mais est-il possible de penser cette centralité de la vie à partir de la vie en général, au sens écologique? Ou serait-il plus juste de traiter la théorie jonasienne du point de vue de la vie singulière, c'est-à-dire de l'organisme? Cette question était-elle importante dans le choix du concept d'humanisme biocentrique? Enfin, pourquoi choisir le concept d'humanisme biocentrique plutôt que d'humanisme écocentrique? Thiago, je peux répondre en français, tu traduiras? Oui. C'est bon. Alors, bon, d'abord, c'est par respect pour sa biologie philosophique, puisque lui-même parle de biologie et il fait quand même une différence entre l'organique et l'inorganique. Voilà, il me semble que le biocentrisme fait plus droit à ce qui est vraiment spécifique chez Jonas, même si on le voit, évidemment, la vie ne peut pas faire l'économie de l'ensemble de la nature, et évidemment du minéral, on ne peut pas faire l'économie de toutes les conditions de possibilité de la vie qui sont pour beaucoup de vivants, du non-vivant. Alors, donc ça c'est une chose, c'est un peu pour rendre justice à cette dimension du métabolisme et de la question de l'organisme. Alors, ici, on voit bien qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a les vivants, donc chaque fois avec leurs particularités spécifiques et puis leur singularité individuelle. Donc, les vivants, on pourrait évidemment les considérer chacun pour eux-mêmes, et tout ça, c'est la question de la biodiversité que Gelson a déjà beaucoup travaillé. C'est la question de savoir si Jonas prend en considération les espèces, et puis si au sein des espèces, il prend en considération les individus. Hein, est-ce que, voilà, donc c'est tous ces vivants-là qui sont pris en considération. Ou bien, et puis du côté de l'humanisme, ce que l'on voit, c'est que au sein du vivant, on veut marquer la différence entre une façon humaine d'être vivant. Et là, j'ai l'impression que ce qu'il faut souligner, et qui fait de nouveau que Jonas n'est pas un deep écologiste, c'est que pour nous, ça fait une différence que notre forme de vie se maintienne. Et c'est pas la même chose pour nous que les humains se maintiennent ou qu'une espèce de fourmi se maintienne. Donc, pour nous, nous ne sommes pas une espèce quelconque, en plus du fait que, bien sûr, Jonas voit dans l'humain quelque chose de tout à fait spécifique. Et donc, là, même dans cette justification de cette forme de vie particulière, je crois qu'il faut reprendre le point de vue de la première personne, du vécu, et puis le point de vue objectif. Et jouer avec cette tension aussi. Alors, il y a une question qui n'est pas tellement explorée chez Jonas, malheureusement, qui est celle de l'inhumain dans
dans l'homme, hein, et ce non-vivant, donc cette mort qui peut intervenir dans la vie. Ce que je veux dire, c'est que je pense par exemple à l'humanisme vital de Frédéric Worms. Hein, et lui, il insiste beaucoup sur le fait que il y a de l'inhumain dans la vie et que donc la vie se retourne contre elle-même. C'est une perversion que l'on peut voir évidemment avec la radicalité du mal ou ces choses-là. Et on sent bien que Jonas est très de la mort au sein de la vie, pas la mort comme frontière de la vie, mais comme la mort au sein de la vie, quand on a une attitude mortifère ou qu'on a des préoccupations mortifères, etc. Et ça, Ralph Seidel, c'est lui qui a organisé les premières réunions Jonas à Mönchengladbach et qui a fait tout ce parc Jonas à Mönchengladbach, etc. Donc Ralph Seidel, qui est psychiatre, dit que là, il y a peut-être une tache aveugle chez Jonas, que lui lie au fait que il a un frère qui a eu des problèmes psychiatriques et qui s'est suicidé. Et donc, pour Ralph Seidel, c'est vraiment une question que Jonas a refusé d'aborder. Bon, ça, c'est la troisième manière. Donc, les vivants, le vivant comme différence anthropologique, et puis l'inhumain ou le non-vivant comme inhumanité, comme mort en soi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? É bom. A Nathalie, Oui. então... Oui. A Nathalie falou que, de alguma forma, a análise do Jonas é sobre a vida no conjunto da natureza, a vida a partir das suas condições de possibilidade, as condições de possibilidade do vivente, mas que, de alguma forma, o Jonas, quando aborda o metabolismo, ele se volta para o vivente na sua singularidade individual. O vivente, então, como essa marca da diferença com o não vivente, vai ser uma análise, então, da vida, porque a vida é a primeira pessoa, né, da vivência, e, de alguma forma, ela tratou aí sobre a diferença antropológica do ser humano como essa espécie que se diferencia das outras espécies na sua forma de vida, né? Mas também da diferença ontológica entre o vivo e o não vivo. Também ela falou um pouco ali sobre a questão da morte como sentido da vida, que Jonas é bastante prudente em tomar a morte como sentido da vida, enfim. Acho que isso resumindo. São muitas informações. Bom, queria saudar a presença, né, da Lilian, tá aí, acho que Michele também, João, Wendel, Helder, Roberto aí já apareceu, Gelson, né, todas essas pessoas que fazem parte do GT Ranjonas estão aqui participando, né, deixando esse encontro ainda mais abrilhantado. Então, Wendel, Michele, Helder, Lilian, quem mais que eu estou esquecendo? Eu poderia usar um tempinho só para me desculpar pelo acaso? Claro, você pode falar o quanto você quiser. Nathalie, je voudrais m'excuser parce que j'ai fait la confusion de l'horaire et donc j'ai une très grande réunion. Donc, j'ai perdu ton exposé. Excuse-moi, s'il te plaît. Mon Dieu. Thiago, donc tu pourras la voir. Il va te l'envoyer. Si tu veux, je te l'envoie. Oui. E ficou gravado também, não esquece. Très bien, merci. Bon, mais je voudrais faire une question à cause de la psychologie comparative, parce que je pense que c'est une très grande question qu'on peut faire la fusion de la théorie et de la pratique. Et je voudrais te demander qu'est-ce que tu penses avec ça et si la futurologie, c'est une possibilité de faire même cette approximation de la théorie et de la pratique et de la philosophie et de la science aussi. Lilian, se Alors, quiser c'est une question
difficile parce que la futurologie, donc si c'est le futur de l'image de l'homme, ce que nous voulons être, les philosophes vont pouvoir faire une futurologie parce que justement, ils ont cette spécialité de voir ce qui transcende en fait la dimension simplement empirique et concrète de ce que nous sommes, avec ce que nous devons être, ce qui peut nous guider. Par contre, Jonas dit à plusieurs endroits que pour ce qui est de connaître l'impact de notre action technique et industrielle sur la nature, il faut faire appel aux scientifiques. Ce sont évidemment les scientifiques qui peuvent faire des modèles et qui voient quel est l'impact de notre action sur l'environnement. Et donc, là, j'ai l'impression qu'on peut revenir à cette question de la tension entre les types de savoir. On va voir des tensions différentes entre les types de savoir. Je ne pense pas que la futurologie va nous amener à une fusion entre l'agir et la connaissance, parce que dans la connaissance du futur, nous allons avoir les mêmes problèmes et nous allons avoir de nouveau la pensée instrumentale qui considère que le futur, c'est le résultat d'un ensemble de situations intermédiaires, ou bien nous allons avoir les philosophes qui vont poser la question de la finalité. J'ai laissé la question de la finalité de côté parce que c'est difficile de l'aborder, ça faisait beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Liliane. Est-ce que c'était ça que tu me demandais? Oui, c'est ça. Lilian, você poderia traduzir para todos o que você perguntou? E se você quiser, você mesma já explica o que a Nathalie respondeu. Eu perguntei a ela se ela achava que a futurologia comparativa seria uma possibilidade de fazer essa fusão, né? Porque como eu perdi a exposição, eu vi a partir da resposta que ela deu ao Gelson, da relação entre a teoria e a prática. E a partir daí eu perguntei se ela acharia que, através da futurologia, seria possível fazer essa fusão entre a teoria e a prática, né? E também a aproximação entre o pensamento científico e o pensamento filosófico. Mas ela disse que não pensa que seja assim, né? Porque por mais que a futurologia, né, possa fazer essa espécie de projeção a respeito do futuro que o homem deve ser e tudo mais, né, vai sempre haver a possibilidade de que realmente não exista essa relação entre a teoria e a prática. Então, ela não acha que seja esse o caminho, né, dessa aproximação entre a teoria e a prática. Seria isso, em linhas bem gerais. Mas, merci, Nathalie. Merci, Liliane. Eu tinha esquecido de também saudar a presença do Flávio, do nosso grupo GT Ranjonas, que está aqui. Enfim, saudar todos, a presença de todos. Acho que foi uma tarde incrível, né? Com uma exposição bastante interessante, inovadora, né? Eu acho que esse que é o objetivo da jornada esse ano, trazer temas novos. Antes de nos despedirmos da Nathalie, eu queria fazer o jabá, né? a propaganda, né, do livro Terra Nenhuma, que tem 3 textos, um do professor Gelson, um meu e um da professora Nathalie Fronhet, que inclusive é um texto sobre o negacionismo. Nesse texto aqui a gente, né, o título dele é, deixa eu ver aqui só um minutinho, Cassandre, La Voix du Fin, né, em francês, né, que seria Cassandra, a Voz do Fim. A Nathalie expõe como que eu posso dizer, o funcionamento do processo do negacionismo. É um texto super interessante. Todas as pessoas que querem se aprofundar mais nesse tema do negacionismo, eu acho que é um dos textos mais importantes que eu já li, porque ali a Nathalie ela vai exatamente desdobrar como o processo do negacionismo funciona, e é um texto assim lindo, muito interessante. Então, R$25, com o correio já incluído. Aí é só entrar em contato com o professor Gelson, ou comigo também, eu também tenho os exemplares aqui, tá bom? Merci, Nathalie. Merci, je te remercie. C'est un grand plaisir vous écouter à nouveau. Et merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
Os outros que quiserem dar um tchau, fiquem à vontade também. Merci, au revoir, Nathalie, au revoir a todos. Bonsoir, à bientôt. Grazie, alla Bientôt. prossima. Até a próxima. A bientôt. A Au bientôt. revoir. Até mais, gente. Obrigado. A setembro. E un saluto anche a Willy che vedo lì. Ciao Willy. Ciao. Ciao, Willy.